Pérou, 3 écosystèmes extrêmes, sur seulement quelques centaines de kilomètres. L'Amazonie, océan végétal, titanesque machine à produire les pluies tropicales, menacée par la déforestation. Les Andes, barrière à nuages et réservoirs d'eau, dont les glaciers sont fragilisés par le réchauffement climatique et le décalage des saisons. Et enfin, la côte pacifique, que le courant froid de Humboldt rend naturellement aride et désertique. Passionné de nature et d'animaux, le photographe animalier Cyril Ruozo et Anne Grégoire, spécialistes de l'écologie basée au Pérou, entreprennent une exploration de ces milieux extrêmes pour témoigner de cette biodiversité aussi foisonnante que menacée. Ils se sont fixé la mission de suivre le cheminement de l'eau en traversant le Pérou d'est en ouest. Pour commencer leur périple, le photographe et la reporter scientifique vont explorer la forêt amazonienne qui couvre les 2/3 du Pérou. Ici, il n'y a pas de route et tous les déplacements s'effectuent en bateau. C'est donc depuis Iquitos, la capitale de l'Amazonie péruvienne, que nos 2 reporters vont remonter le fleuve pour pénétrer dans Pacaya Samiria, la plus vaste réserve naturelle du pays. Avec une autorisation spéciale du ministère péruvien de l'Environnement, le photographe et la reporter scientifique ont le privilège de pouvoir séjourner à Catacari, à 1 jour de pirogue du premier village habité. La difficulté d'accès a toujours préservé la région et sa faune. Dans une forêt dense où il est si facile de se dissimuler, le photographe devrait parvenir sans peine à s'approcher des animaux. L'Amazonie a toujours fasciné les observateurs de la vie sauvage. Grâce à son climat tropical chaud et humide et un incroyable dédale de cours d'eau, toutes les conditions sont ici réunies pour produire une explosion de vie sans équivalent. On estime que 10% de la biodiversité de la planète est en Amazonie, mais aussi qu'un grand nombre d'espèces y restent encore à découvrir. Impossible de cheminer seul dans cette jungle hostile, où tout se ressemble. Aldo est guide, natif de la région. Il sait s'orienter dans la végétation inextricable et connaît mieux que quiconque les dangers et les richesses de la forêt. Il y a 3 singes. Ah oui. Des singes nocturnes. Des douroucoulis? Oui, des douroucoulis. Qu'ils sont mignons. On dirait un singe à 3 têtes. En fait, ils sont 3. Ils bougent comme ça. Ce sont des petits singes qui s'appellent les douroucoulis. Ils sont nocturnes. Et là, ils sont cachés dans leur trou, dans le tronc de l'arbre creux. Et normalement, ils sont nocturnes, donc là, ils ont sorti leur tête, j'imagine, parce qu'ils ont dû nous entendre et ils viennent voir ce qui se passe. Leurs prédateurs naturels sont les aigles. Donc il y en a toujours un qui a un œil vers le ciel, de là où pourrait arriver le danger. Ils vivent toujours en famille? Oui. De combien d'individus? Jusqu'à 7. Ah, 7. Avec un seul mâle? Oui. D'accord. Un seul mâle et plusieurs femelles? Oui, plusieurs femelles. C'est ça qui est vraiment
hyper agréable ici, c'est que quand on a quelqu'un qui peut nous montrer les animaux, ensuite ils sont pas trop farouches là. Ils nous regardent aussi curieusement que nous les regardons. Finalement, on se demande qui observe qui. Ils sont très très rigolos. Cyril Ruozo est un habitué des environnements naturels difficiles. Photographe reporter animalier depuis plus de 20 ans, il parcourt la planète en s'attachant toujours à montrer dans leur habitat naturel les espèces les plus rares ou les plus insolites. Laissant Anne explorer les mystères de la forêt avec Aldo, Cyril est parti de son côté pour photographier les oiseaux qui vivent au bord d'une petite lagune. La forêt, c'est un milieu fermé. C'est vrai qu'on la découvre autant avec ses yeux qu'avec ses oreilles. Tout ce qui est les petites bêtes, les choses qui sont près de moi, ça je cherche avec les yeux. Mais pour ce qui va être plus lointain, plutôt les primates ou les oiseaux, ça va plutôt être les oreilles qui vont fonctionner. Là, je suis en train d'installer un affût pour photographier des wadzines que j'ai repérés cet après-midi. Mais ça nécessite quand même un affût pour faire ça bien. L'oadzine est un oiseau mystérieux. Son apparence préhistorique le rapproche de ses ancêtres, les dinosaures. Mais c'est aussi le seul oiseau ruminant au monde. Son système digestif lui permet de digérer la cellulose des feuilles dont il se nourrit. Bon, là, c'est un petit peu excitant, là. C'est les bons moments, ça. A priori, c'est leur coin, d'après ce qu'on sait. Donc on va croiser les doigts pour que ce soit vrai. Toutes ces petites marques que l'on a croisées en chemin, c'est ce qu'il reste après la saison des pluies, quand vient la saison sèche et que l'eau baisse, non? En effet, c'est des endroits comme ici. Comme tu peux le voir, c'est dégagé et l'eau stagne. Du coup, pas mal d'animaux se retrouvent pris au piège. Oui, des poissons, des caïmans, des tortues. On entend les poissons. Oui, il y en a beaucoup. Et ils se retrouvent bloqués jusqu'à la prochaine saison des pluies? Jusqu'à la prochaine saison. Ah oui, quand tout est à nouveau inondé. Oui, et c'est à ce moment-là que les poissons et les autres espèces aquatiques vont repartir vers d'autres lieux. L'un des trésors de Katakari, c'est cette lagune. Non seulement elle protège la zone de toute intrusion humaine, mais surtout, elle héberge une densité incroyable de poissons. Trouée de lumière au milieu de la végétation, c'est toute la faune aquatique qui s'y réfugie lorsque les eaux baissent en fin de saison humide. Tortues, caïmans et d'innombrables oiseaux pêcheurs y trouvent leur nourriture. Puisque les sacs grouillent de poissons, il y a un certain nombre de prétendants au repas qui sont autour. Donc on avait pas mal de becs en sabot, là, de hérons, d'aningas, caïmans noirs. Tout ce joli monde est autour de la lagune pour prendre son repas. Et ben nous aussi, on est là. Dans cette forêt amazonienne, on est sur l'équateur, tout est extrême. C'est d'ailleurs probablement l'une des explications du foisonnement de la vie. Donc cette température quand même très élevée, continuelle, cette humidité, c'est surtout ça qui est peut-être le plus difficile à vivre pour nous. Ça, c'est du caïman. Et donc c'est vrai que pour nous, travailler dans cet environnement-là, c'est assez éprouvant. C'est-à-dire que le moindre effort, on se liquéfie, littéralement on se liquéfie.
Les moustiques, finalement, on finit par faire avec. Je dois dire que c'est pas le plus terrible, même s'ils sont abondants. Les guides lui ayant construit un pont de fortune, Cyril va pouvoir utiliser Gudule, un appareil de son invention, qui lui permet de réaliser des photos sous-marines. Pourquoi Gudule? Comme c'était un objet un petit peu bizarre, j'ai essayé de trouver, ça m'est venu comme ça, un prénom peu courant, puis avec une petite rime à la fois avec bidule et puis avec bulle. Voilà. C'est comme si j'étais dans l'eau avec eux, au milieu du banc de poissons, couché au fond de l'étang pendant des heures. Donc ça, c'est quand même un point de vue assez privilégié. On peut me laisser des semaines juste à explorer la vie aquatique dans la lagune. C'est fascinant. Cet appareillage, c'est ma perche qui me permet de manipuler un caisson subaquatique. Celle-là, elle est bonne. Waouh. Donc ça me permet de manipuler, d'utiliser un caisson subaquatique en étant moi sur le bord, en surface. Et donc ça permet de ne pas abîmer l'environnement, de ne pas abîmer le milieu, de ne pas effrayer les animaux, parce que tout ça, ça peut rester immergé pendant quasiment une journée entière. Il y a une espèce à cet endroit précis qui vraiment est dominante en nombre. C'est invraisemblable. C'est le Carachama, son nom local. Alors le Carachama, il a une allure un peu d'une voiture de l'Europe de l'Est d'avant le mur, avec des nageoires de voilier. C'est un petit peu ça l'allure de ce poisson. Très bizarroïde, un peu préhistorique. Tiens, là d'ailleurs, il y en a un qui passe. C'est comme un gros poisson nettoyeur. En fait. Et là, il y en a des milliers. Mais vraiment des milliers. On va voir s'il y a de l'eau dans cette liane. Essayons. J'espère. Avec un peu de chance, on va trouver de l'eau. On a de la chance. Elle est amère ou elle est bonne? Elle est bonne? Délicieuse. Ah, super. Elle est super bonne, elle est hyper fraîche. Cristalline. On en cherche une autre? Ok, trouvons-en une autre. En forêt, la vie règne à tous les étages, telle une mosaïque d'espace allant du sol à la canopée. En permanence, les arbres et les plantes se livrent une lutte effrénée pour accéder à l'eau et à la lumière, autre allié indispensable à la vie végétale. Les lianes sont peut-être les plus avides de soleil. Elles grimpent vers les cimes pour s'épanouir, utilisant les arbres comme support. Dans cette course acharnée à la vie, les arbres ont une croissance très rapide et leurs racines restent superficielles, trouvant eau et nutriments à même le sol. Elles forment ces impressionnants contreforts pour se stabiliser. Il arrive souvent qu'un grand arbre s'écroule brutalement lors d'un orage violent, si fréquent dans la région. Il crée alors un espace ouvert qui sera rapidement colonisé par d'autres végétaux. Les troncs morts servent d'abri et de nourriture à quantité d'espèces, contribuant au maintien de la biodiversité. Dans mon pays, un arbre de cette taille aurait des racines très profondes. Ici, c'est différent. Comme l'humidité est dans la couche supérieure,
Les racines ne s'enfoncent pas. Elle s'étale à la surface, l'arbre est fragile en cas de vent. Oui, elle ne s'enracine pas dans le sol. Ah, voilà la pluie qui arrive. Oui, mais ça va passer. Ça va passer? Oui. Même pendant la saison sèche, il n'est pas rare de se faire surprendre par une averse. Lors d'une pluie tropicale, la forêt absorbe l'eau dont elle a besoin. Puis, cette eau s'évapore des feuilles grâce au processus d'évapotranspiration. C'est un cycle perpétuel. De la chaleur d'hier naissent les pluies d'aujourd'hui, qui à leur tour s'évaporeront demain. Et ça va durer combien de temps? 1 heure, je pense. 1 heure comme ça, aussi fort? Oui, aussi fort. Heureusement, tu nous as fabriqué un abri. Oui, un abri de fortune. Oui, de fortune. Mais ça nous protège un peu. Oui. Et après, les insectes et les grenouilles vont Oui. sortir? Oui, et les serpents aussi. Les serpents vont les chasser? C'est ça. Ok. Bon, au moins la pluie est chaude. Tu vas tenir la lumière comme ça, s'il te plaît. Alors attends, je vais faire mon cadre. Et puis je vais t'aider jusqu'au plus près, là où tu peux être. Je peux bouger un peu comme ça quand même. Le phasme, il est mimétique parce qu'il y a vraiment un effet de matière. On a l'impression qu'il est de la même matière que le tronc d'arbre. Donc c'est ce que j'essaye de rendre en photo. Finalement, quand il pleut, c'est un handicap, mais ça donne aussi un modelé, des brillances qu'on n'a pas quand c'est sec. Une petite dernière pour la route pour être sûr. L'une des raisons d'être du lieu, c'est quand même l'eau, la pluie. Du coup, je suis obligé d'avoir un assistant. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais c'est vrai que quand il pleut, c'est quasi impossible de travailler tout seul. Donc, je disais... Oh, puis les moustiques attaquent là. On s'aide avec les plastiques, les ponchos, un peu comme on peut. Bon, en fait, nous, on est trempés. Hein. La protection, c'est pour le matériel. Nous, on est trempés comme jusqu'à l'os, qu'on est à tordre. Anne et son guide Aldo ont repéré une plante étonnante pour Cyril, qui souhaite la photographier. C'est une plante épiphyte. Elle pousse en se servant des arbres comme support. Cyril, en photographe habitué à travailler dans les arbres avec les primates, a mis au point cette arbalète, équipée d'un moulinet de pêche qui lui permet de lancer un filin dans l'arbre qu'il souhaite escalader. Ah, j'étais pas censé mettre une moustiquaire de tête. Si jamais il y a les guêpes. Cette broméliacée, cousine de l'ananas, n'a pas de racines dans le sol. Elle vit perchée dans cet arbre géant, profitant de la luminosité et de l'eau de pluie pour prospérer. Ah, c'est pas mal, sauf que la plus belle, évidemment, c'est celle qui est la plus difficile d'accès. Faites gaffe de ne pas faire ripper la corde vers moi. Allez-y assez vite. Comme ça, je fais sans le bateau et après, j'en fais une avec le bateau. C'est bon. C'est bon. Vous pouvez reculer. Je vais essayer d'aller plus loin. Bah, j'aimerais bien la vue en plongée, les bromélias au premier plan et puis la rivière en dessous.
Et je sais pas si je peux quand même pousser le bouchon jusqu'à aller là-haut. Surtout que s'il y a l'une des fourmis là qui me chope, vu les mandibules qu'elles ont, ça va pas être sympathique. C'est parti. Anne et Cyril ont été rejoints par Hélène Colong et Carlos Palomino. Ce couple franco-péruvien se consacre à la protection des primates sud-américains. Ils viennent dans ce lieu loin de toute présence humaine pour relâcher des singes qu'ils ont réussi à sauver du trafic illégal. Et donc cet arbre-là gigantesque, comment il s'appelle? Là, c'est un machimango. Donc c'est un arbre fruitier qui est très précieux pour toute la faune de cet écosystème. Et donc, autant tu as les singes, évidemment, qui, eux, vivent dans la canopée et qui ont accès à ces fruits. Donc ils vont manger la meilleure partie. Et bien sûr, le reste, ils vont le jeter par terre. Et si tu veux, outre le fait qu'ils vont transporter donc les graines très loin, ils vont permettre la régénération de la forêt, ils vont aussi permettre l'accès à des quantités d'animaux, des pacas, des agoutis, des coatis, des tortues. Ils vont leur permettre d'avoir accès à des ressources auxquelles, évidemment, ils n'auraient pas accès là. Et donc, c'est très important parce que la canopée concentre 60% des fruits qui sont produits dans la forêt. Donc, ça permet à beaucoup d'espèces d'en profiter grâce, entre autres, aux primates. Et donc ici, on est dans une partie très préservée de la forêt inondée. C'est un endroit qui est assez exceptionnel, y compris dans une réserve nationale. Et là, tu vois vraiment un écosystème qui fonctionne pleinement. Et ça, c'est aussi dû à la difficulté même de l'accès. Oui. Il est très difficile de passer les lagunes, etc. Et donc là, tu vas trouver tous les grands prédateurs. Donc il y a les grands caïmans, il y a l'aigle harpie, il y a le jaguar. Et donc, à partir de là, on comprend que c'est un écosystème qui est très peu perturbé par l'homme et qui permet le développement de toute la vie sauvage. Tu penses que c'est un endroit qui peut te permettre de vraiment faire les belles photos auxquelles tu aspires? Écoute, en tout cas, c'est un endroit qui ressemble un petit peu au paradis perdu quand on arrive ici. Je veux dire que les nuées de poissons là dans la lagune, il n'y a que dans une pisciculture que tu vois ça normalement. C'est complètement dingue. C'est vrai. D'ailleurs, on a appelé l'endroit Katakari, ce qui en langue Kokama-Kokemia signifie la première lumière. Donc tu as vraiment l'impression d'un matin du monde, une première lumière, parce qu'on a été saisis par l'abondance. Si tu veux, on n'a plus l'habitude de ça, même dans des régions comme ici où le poisson reste une richesse. Mais là, c'est la surabondance. Une espèce de chose presque mystérieuse. Mais comment c'est possible? Et c'est possible parce que l'homme est absent. Cyril et Anne décident d'aller au centre de réhabilitation de la Media Luna, situé en marge de la réserve, où Hélène et Carlos s'occupent principalement de 2 espèces menacées par l'homme. Le singe araignée, fin et agile, et le singe laineux, tout en rondeur. Ce sont les plus grands primates du Nouveau Monde et les plus menacés par la destruction de la forêt. Notre programme de sauvegarde consiste à récupérer les animaux issus du trafic illégal, qui viennent principalement de Lima, pour essayer de les réintroduire dans leur milieu naturel en les réadaptant à la vie sauvage. Nous faisons une sélection entre les individus susceptibles d'être réintroduits en forêt et ceux qui ne le sont pas. Pour ces derniers, nous avons ouvert un petit sanctuaire près du village de Lagunas, dans lequel ils passent le reste de leur jour.
Si hier on chassait exclusivement selon un mode traditionnel pour sa propre consommation, aujourd'hui cette chasse est devenue avant tout commerciale. Il s'est développé une demande nouvelle et quasi quotidienne pour la viande de brousse. Si tu vas au marché, tu verras que la viande de brousse se vend au même prix que le poulet, à 7 soles le kilo. Ce trafic lamentable crée de lourds dangers sur les singes attelles et les singes laineux. Anne et Hélène vont pouvoir assister au repas des pensionnaires. Pour les réhabituer à leur milieu naturel, les soigneurs viennent les nourrir sur des plateformes aménagées dans les arbres. Avant de faire de la réintroduction, on fait ce qu'on appelle de la réhabilitation, c'est-à-dire que pour des animaux qui ont été souvent privés de leur espèce pendant de nombreuses années, qui ont été soumis à des régimes alimentaires désastreux, qui ne savent même plus grimper aux arbres, il faut qu'ils réapprennent toute une série de compétences qui vont ensuite pouvoir assurer leur survie. Et si ces compétences sont acquises, alors on peut parler de réintroduction. Mais parce que c'est des animaux qui ont été récupérés, qui étaient en captivité et que vous récupérez dans votre centre. Tous les animaux que vous voyez ici sont tous des orphelins. Donc les mères ont toutes été tuées pour, bien entendu, partir comme viande de brousse, et les petits sont vendus comme animaux de compagnie. Et la viande de brousse aujourd'hui, c'est toujours quelque chose d'important ici au Pérou? La viande de brousse est quelque chose de considérablement important en Amazonie, d'autant que c'est une tradition culturelle. Et que le grand problème, ce n'est pas que les gens puissent se nourrir et survivre de la forêt. Ils l'ont toujours fait autrefois, sans que ça pose de problème, sans que ça mette ces espèces en danger. Mais à l'heure actuelle, cette chasse de subsistance fait place à une chasse commerciale. Parce que les gens ne veulent plus seulement s'alimenter, mais ils veulent, comme vous, comme moi, des téléphones portables, des télévisions, des voitures, etc. Vivant uniquement dans les arbres, ces primates d'Amérique du Sud ont une autre particularité qui les distingue de leurs cousins des autres continents. C'est leur queue préhensile. C'est vraiment le marsupilami. Donc ils sont capables d'utiliser leur queue pour se suspendre totalement. Du coup, ça leur laisse 4 mains pour se nourrir. Ils peuvent s'appuyer avec, ils peuvent enlacer leurs petits copains. Et d'ailleurs, cette queue préhensile, c'est vraiment une 5e main. C'est la même peau douce que dans la main, et elle a également des empreintes digitales. Alors là, c'est le début d'un rêve qui se réalise. C'est le début d'une petite école de la forêt pour les enfants de Lagunas. Puisque, si tu veux, les enfants sont ceux qui vont rendre leurs parents conscients des enjeux de la conservation du vivant. Là, c'est l'atelier lecture, alors. Voilà, c'est l'atelier lecture. Certains parents, convaincus par leurs enfants, ont ramené à la Media Luna leur singe domestique. Pour Hélène et Carlos, ces réussites, même symboliques, sont la preuve que leur travail de sensibilisation auprès des enfants porte ses fruits. Où est-ce qu'elle a été récupérée? Elle a été récupérée à la réserve. Elle était avec sa mère qui avait dû être abattue.
et donc elle est restée auprès du corps de sa mère. Et elle a été sauvée, récupérée, et elle atterrit ici. Alors qu'est-ce que c'est comme singe? C'est un Athel belzébuth. On les appelle les singes araignées. Et elle est belzébuth parce qu'elle est donc colorée au niveau du ventre, de la queue et de ses membres. Ceux-là, ils sont vraiment en danger d'extinction. Hein. Oui, ils sont fortement chassés en fait. Encore à l'heure actuelle, ça reste de la viande. Ah ouais. C'est bon ça? Qu'il est mignon. Il réclame à manger. On va lui donner un peu à manger. Cyril et Anne se rendent à la confluence du Marañón et de la Samiria pour aller à la rencontre d'un mystérieux habitant des cours d'eau d'Amazonie. Les pêcheurs l'aperçoivent souvent près des embouchures, là où le poisson est particulièrement abondant. Il s'agit d'une des dernières populations de dauphins de rivière du monde. Ici coexistent deux espèces, le dauphin gris, plus proche des dauphins des océans, et le dauphin rose, l'un des derniers dauphins de rivière au monde. Richard Bodmer est un scientifique britannique établi au Pérou depuis 30 ans. En s'appuyant sur l'aide des populations locales, il consacre sa vie à la protection des dauphins d'Amazonie. Selon l'hypothèse la plus probable, le dauphin rose est une espèce très ancienne, dont les ancêtres vivaient dans l'océan. On pense d'ailleurs que l'océan recouvrait cette région qui était une vaste mer intérieure avant la formation des Andes. Quand les Andes se sont élevées, cette mer qu'on appelle Pebas s'est refermée et un grand nombre de dauphins se sont retrouvés pris au piège. Alors que leurs ancêtres ont fini par disparaître des océans, ces dauphins ont survécu et continué à évoluer dans ce milieu où l'eau douce a remplacé l'eau de mer. Par exemple, dans ces forêts inondées, c'est très important pour le dauphin de nager dans peu d'eau. On sait que les espèces marines ne peuvent bouger la tête que de haut en bas, comme Flipper, alors que le dauphin rose peut lui la bouger également de droite à gauche, pour contourner les arbres et atteindre tous les recoins du fleuve. Il a aussi développé un sonar très puissant situé au sommet de son crâne qu'il utilise pour pêcher. Ces 7 dernières années, nous avons observé des inondations plus étendues, mais aussi des sécheresses occasionnelles. Pour les poissons, les dauphins et les échassiers, l'impact de la sécheresse est considérable. Cette rivière sur laquelle nous nous trouvons, lors d'une sécheresse extrême, peut facilement être traversée à pied. Ça vous laisse imaginer combien les changements peuvent être dévastateurs. Donc nous étudions l'impact de ces changements climatiques pour comprendre comment ils affectent ces différentes populations animales. L'augmentation des sécheresses extrêmes fragilise les dauphins d'Amazonie. Afin de comprendre ce changement climatique, Anne et Cyril remontent le fleuve en direction des Andes pour aller à la rencontre d'une équipe de chercheurs franco-péruviennes.
Le ciel amazonien et son flot incessant de nuages alimentent en pluie les milliers de cours d'eau du bassin. Les hydrologues de l'observatoire IBAM suivent de près le débit des fleuves qui varie en fonction de l'intensité des pluies. Leurs dizaines de stations réparties sur toute l'Amazonie leur permettent de mesurer l'évolution du climat et de rechercher les causes des sécheresses. L'Amazonie est la plus grande forêt tropicale de la planète. Elle favorise un processus d'évapotranspiration, c'est-à-dire que la forêt libère de la vapeur d'eau, entraînant ainsi la formation de grandes quantités de nuages. Environ 50% de l'eau qui tombe sur l'Amazonie provient de l'océan Atlantique, alors que l'autre moitié provient de cette évapotranspiration. La végétation participe donc grandement à la pluviométrie de tout le bassin amazonien. Ces dernières années, on a observé une diminution nette des pluies, de l'ordre de 10% en moins par rapport aux années 70. Cette diminution a un impact très important sur les étiages, ces périodes où le niveau des fleuves est au plus bas. Et le fait est qu'on constate aujourd'hui des étiages beaucoup plus prononcés qu'il y a 20 ou 30 ans. Certains modèles essaient d'évaluer l'influence de la biomasse de la forêt sur le climat et ses changements. Ces modèles tentent à prouver que d'ici à la fin du XXIe siècle, on pourrait très bien assister à une savanisation du bassin amazonien, c'est-à-dire que la forêt tropicale telle qu'on la connaît aujourd'hui pourrait être remplacée par une savane. C'est très préoccupant parce que l'évapotranspiration que produit la forêt fournit de l'eau non seulement aux Andes, mais aussi à tout le sud du bassin amazonien, y compris l'Argentine. Ici, la plaine laisse place au premier relief des Andes. C'est le piémont andin. Les pluies d'Amazonie, poussées par les vents d'ouest, viennent continuellement arroser les sommets de ces collines escarpées. Ça fait partie de mes endroits préférés. Les forêts d'elfes. Tout est couvert de mousse. Ça fait vraiment une ambiance mystérieuse. C'est baigné dans la brume. Donc là, c'est quand même les conditions idéales pour la photo. On est à 1000 mètres d'altitude à peu près. On est sur une crête, donc on est vraiment à un endroit qui absorbe les nuages et l'humidité. Il vient échouer au pied des Andes. Les contreforts des Andes abritent quantité de grottes creusées par l'écoulement des eaux de pluie. Elles sont cachées dans le relief, recouvertes d'une végétation inextricable. Anne accompagne Rames Apaestegui, qui recherche dans la grotte de Palestina les traces du climat passé. Dans les profondeurs de la grotte, résonnent les cris stridents d'une colonie de guacharos, que la présence d'Anne et Rames inquiète, car leurs poussins sont souvent chassés pour leur graisse. Ces oiseaux vivent dans les cavernes et ne sortent que la nuit pour s'alimenter. C'est la période de reproduction pour les guacharos. Tu peux voir les poussins là-haut. Ah oui, les petits sont là. Oui. Rames est paléoclimatologue. Il retrace les événements climatiques passés en effectuant régulièrement des mesures et des analyses dans les grottes de la région.
J'ai trouvé cette stalagmite qui s'est probablement brisée lors d'une montée des eaux. C'est intéressant, ça nous apprend beaucoup. Ici, tu peux y voir des anneaux de croissance, un peu comme pour les arbres. Les couches successives de calcaire forment ces anneaux. Chacun de ces anneaux correspond à une succession de pluies qui ont pu se dérouler il y a plusieurs milliers d'années. Cette stalagmite nous aide à comprendre le climat passé pour le comparer au climat actuel. Et chaque anneau correspond donc à un événement de pluie ou à une saison pluvieuse? Ça peut être les deux. Cela dépend de l'environnement, du taux de croissance, du taux de CO2. Il y a une multitude de facteurs. Parfois, on trouve des dépôts noirs, comme tu peux le voir ici, qui peuvent correspondre soit à un cas de forte crue charriant de l'argile, soit à une sécheresse prononcée qui stoppe la croissance. Cela nous raconte l'histoire de la pluviométrie de la région. Les chercheurs tentent de comprendre si les modifications actuelles sont dues à l'activité humaine ou à la variabilité naturelle du climat. Car la brutalité et l'accélération récente de ces changements pourraient condamner des espèces qui n'auront plus la capacité de s'adapter. Dans le véritable hotspot de biodiversité qu'est le Piémont andin, l'abondance d'animaux est telle que la lutte pour la survie est poussée à son paroxysme. Certains êtres vivants ont mis au point des fantastiques stratégies d'adaptation. Le biologiste Mathieu Chouteau se passionne pour de minuscules grenouilles, les dendrobates. Elles offrent un remarquable exemple d'inventivité et de raffinement en matière d'évolution. Ah oui ? Ouais, elle est magnifique. Tiens, regarde ça. Oh là là. Oh, ces couleurs, et puis elle est toute irisée. Les mots manquent tellement elle est jolie. C'est un vrai petit bijou, que je connais pas un orfèvre capable d'assortir aussi bien le bleu, le vert, le jaune et le noir. Le bout de ses pattes est bleu, ça finit en haut de ses pattes dans un vert pomme pour enchaîner sur du noir et du jaune. Contre toute attente, c'est merveilleusement assorti. Donc en fait, devant nous, c'est une petite Ranitomea imitator. Donc une petite grenouille de la famille des Dendrobatidés. Ces petites grenouilles extrêmement colorées et extrêmement toxiques également. Donc une petite variété ici qu'on retrouve uniquement au Pérou. Les dendrobates sont aussi belles et colorées qu'elles sont dangereuses. Et il ne faut pas se fier aux apparences. La surface de leur peau est extrêmement toxique. Je me retrouve avec tout un tas de contraintes. Ronald Mario Pezzo, guide naturaliste, est venu aider Cyril à trouver des spécimens, dont certains ne mesurent que quelques millimètres. Ça va remonter, attention. Oh, c'est génial ça, purée. En fait, quand on est une proie, il existe deux stratégies. Soit on se camoufle, on va ressembler à un tronc d'arbre, aux feuilles qu'on retrouve par terre dans la litière. Ou sinon, une autre stratégie qu'on retrouve un peu moins fréquemment, c'est d'arborer une très très vive coloration et d'être toxique évidemment, mais ça permet d'avertir les prédateurs. Ben regarde, si tu me manges, ben, tu vas souffrir le coup, tu vas avoir des problèmes. Donc, à ce moment-là, les prédateurs vont avoir tendance à éviter les grenouilles colorées lorsqu'ils vont les rencontrer. C'est un autre mode de protection. Une petite grenouille peut tuer jusqu'à 10 humains. C'est énorme. Mais en règle générale, ce poison sert en fait à faire régurgiter, à faire vomir le prédateur qui aurait attrapé la grenouille. Donc, c'est comme ça qu'il apprend. C'est comme ça qu'il va apprendre de 1 et la grenouille, elle, va survivre. Alors cette beauté et toutes ces couleurs si esthétiques, finalement, ça a l'air d'être un avantage uniquement pour elles, parce que ça leur permet de se prémunir contre leurs prédateurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un revers de la médaille ? Le principal revers de la médaille, c'est que c'est des animaux qui vont être très prisés des collectionneurs partout dans le monde. Et
nous, dans notre travail de tous les jours, c'est assez embêtant parce qu'on va découvrir des formes incroyables de ces grenouilles-là, des nouvelles espèces, mais on ne publie absolument plus de descriptions parce que dès qu'on met de l'information accessible au grand public, la semaine suivante, les populations sont braconnées en entière et certaines disparaissent très très rapidement. Incroyable, franchement. Peinture métallique. Un verre jade, ouais. Peinture métallique, verre jade. Elle est super belle. Ronald, dis-moi, comment se nomme cette chenille géante? J'en ai jamais vu d'aussi poilue. Ici, dans la forêt, nous l'appelons la chenille poussin, car elle ressemble beaucoup à un petit poussin. Ah oui, à cause des poils? Oui, à cause des poils. Et on peut la caresser? Tu ne dois surtout pas la caresser. C'est très dangereux, parce que les poils de cette chenille sont très urticants. Cette chenille, comme d'autres de la même famille, peut causer des brûlures du second degré. Elles peuvent aussi provoquer une fièvre très intense, en plus de te brûler au second degré. Donc, si en plus tu es allergique à la toxine de ces poils, tu as droit à l'hôpital. Ah d'accord, c'est trompeur alors. Il faut pas se fier à son allure de peluche? Oui, exactement. Avant de laisser Anne et Cyril poursuivre leur voyage plus à l'est, Mathieu Chouteau les emmène assister à un événement rare, la parade amoureuse des coqs de roche. Les Andes tropicales abritent environ 2780 espèces d'oiseaux, soit 28% des espèces dénombrées dans le monde. Pour exister dans cet environnement, la concurrence est parfois rude, et il faut faire preuve d'ingéniosité pour s'imposer et perpétuer l'espèce. À ce titre, le coq de roche est d'une créativité spectaculaire. Donc ce matin, on est venu observer les coqs de roche. Les coqs de roche, ça a à peu près rien à voir avec un gallinacé, avec un coq de basse-cour. Je pense qu'on les appelle comme ça parce que quand ils paradent, ils émettent des crissements qui peuvent rappeler un petit peu ceux des caquettements, parfois qui rappellent peut-être pour un Européen le coq de basse-cour. Ils ont une apparence incroyable avec des couleurs, le haut du corps qui est orange tirant sur le rouge, très vif, une crête sur la tête, et le bas du corps qui contraste en étant noir, anthracite. Ce qu'ils ont de spécifique au niveau de leur comportement, c'est qu'ils créent des leks. Le lek, donc, c'est un endroit particulier dans la forêt où les mâles se retrouvent pour se donner un spectacle. Ça n'a pas lieu n'importe où dans la forêt. C'est une zone où la lumière solaire est filtrée et de telle sorte qu'elle rend les plumages des mâles particulièrement chatoyants pour les femelles. Comme quoi dans la nature, pas grand-chose n'est laissé au hasard. C'est ce moment-là que se fait le choix du partenaire sexuel pour la reproduction. Donc c'est une sorte de supermarché du sexe pour les femelles coqs de roche. C'est vraiment la compétition là. Ouais, t'as vu, il y a beaucoup plus d'orange clair, d'autres beaucoup plus rouges. Et bon, en fait, j'imagine c'est sur ces traits-là que choisit la femelle, en fin de compte. Il y a la coloration, évidemment, qui sera importante. Parce que bien souvent, chez les oiseaux, une coloration très vive signifie que c'est un mâle en très bonne santé. D'accord. Et ensuite, bon,
Ensuite, il y aura les caractères, beaucoup plus la danse, le chant, que la femelle va analyser. Pour nous, c'est beaucoup plus dur à évaluer. On n'a pas les mêmes critères de séduction. On ne connaît pas très bien qu'est-ce qui marche. Mais et puis d'un coup, elle en choisit un et on les voit qui partent tous les deux. Ah ouais, là, ils vont faire leurs choses. Depuis les flots du fleuve Amazone jusqu'aux brumes du piémont andin, Anne Grégoire et Cyril Ruozo ont pu constater qu'en faisant cohabiter des espèces si singulières dans de fragiles équilibres écologiques, la nature fait preuve d'une incroyable inventivité. Guidés par la course des nuages, ils vont maintenant poursuivre leur périple à travers le Pérou, vers les fabuleux glaciers de la cordillère des Andes.